vais essayer de reprendre ce que l'on sait globalement de ce personnage, en partie mythique, et de voir simplement s'il y a un parallèle toujours présent. Et quand on dit sauver le soldat Hippocrate, c'est juste sauver, en fait, sauver des graines, sauver un esprit. C'est effectivement pas entrer en guerre, c'est simplement attendre cette fin de cycle, dont avait parlé aussi Jean-Marc Espy, pour voir ce qui pourrait être peut-être possible d'en faire plus tard. Pour sauver quelqu'un, il faut déjà partir à sa recherche. Et encore une fois, c'est pas partir avec des armes, hein. C'était simplement essayer de reconnaître, parce que pour partir à la recherche de quelqu'un, il faut déjà avoir un portrait robot, il faut déjà savoir qui on cherche. Alors on sait qu'il est considéré comme le plus grand médecin de l'Antiquité dans notre civilisation, dans notre culture, mais on est au siècle de Périclès, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc cette date dans l'histoire est intéressante parce que on est à peu près dans la même période que l'époque où fut rédigé le Neijing, qui est l'ouvrage de base de l'étude de la médecine chinoise. Et puis, on sait que c'est le père de la médecine clinicienne, c'est-à-dire de la relation médecin-patient, où effectivement ça se passe de personne à personne, que c'était à la fois un médecin et un philosophe, c'est-à-dire qu'on est à une époque où la médecine et la philosophie ne sont pas séparées. En fait, au départ, quand je voulais faire de la médecine, j'étais allé voir déjà en fac de médecine, mais ça m'a pas accroché, on va dire. Et puis, mon autre domaine d'intérêt, c'était l'ethnologie, parce que je trouvais intéressant de voir que sur plusieurs planètes, c'est un lapsus, sur la même planète, on a plusieurs mondes. On en a plusieurs, parce que chaque fois que vous changez de continent, vous avez une vision du monde qui est complètement différente. Imaginez la Mecque, Manhattan, la forêt amazonienne, on n'est pas sur les mêmes planètes. Donc en fait, moi je trouvais passionnant l'idée de voyager et d'aller à la découverte de ces différentes planètes. Et puis, pour ça, il fallait traîner un peu dans différents domaines de sciences humaines, géographie, histoire, philo, tout ça. Et puis, en philosophie, je me suis un peu passionné pour les présocratiques et puis la philosophie extrême orientale, sauf que ce sont des philosophies, pour se connaître soi-même, il faut faire des choses, il faut pratiquer. Voilà, on parlait de méditation, on n'en a pas que parlé, enfin bon, ça ne va pas durer longtemps, mais quand on fait ça ici, il faut faire une bonne dizaine d'heures par jour, pendant au moins 5 jours, pour que ça décante, parce que la décantation, c'est le contraire de l'incantation, mais voilà. Toujours est-il que, ne sachant pas ce qu'il fallait faire vraiment, je me suis retrouvé dans un monastère, assis, sans me demandant ce que je faisais là. J'ai eu mal au genou, parce qu'à l'époque, je ne savais pas la différence entre la souffrance et la douleur. Et puis il y a un Japonais qui était là, qui m'a mis des aiguilles, et je me suis dit, tiens, j'ai plus mal. Alors bon, j'ai acheté un bouquin c'était un bouquin de Lavier, mon premier bouquin. Qui parlait d'acupuncture pour voir ce que c'était que cette chose-là. Et puis là, ça m'a fait tilt parce que ce que j'avais étudié en philosophie, c'était la base du livre de médecine. Et donc je me suis dit, tiens, il y a encore des pays, des cultures où la philosophie et la science ne sont pas séparées. Où il y a une vision du monde qui vaut ce qu'elle vaut, qui a sa propre symbolique, mais qui en tout cas débouche sur des choses concrètes où des gens sont soignés. Donc je me suis dit, ça m'intéresse parce que, effectivement, j'avais lu aussi des choses d'Hippocrate, mais sauf que quand j'avais vu le programme de médecine, c'était plus déjà la médecine d'Hippocrate. Il n'y avait pas la théorie des humeurs au programme, évidemment. Donc cette relation entre médecine et philosophie, me semble importante, et c'est pour ça que Hippocrate me semble pas si occidental uniquement que ça. Une de ses citations, il disait « La vie est courte. L'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. » Ça résume énormément de choses dans la pratique médicale, tout ça. Ce qui était intéressant aussi, c'est quelqu'un qui, on connaît le serment, hein, il soignait sans distinction maître, esclave, simple citoyen, et c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que le serment existe toujours, il est toujours prêté par les étudiants en médecine. C'est le fondement de l'éthique de la profession médicale, théoriquement, chez nous. Après, est-ce qu'on obéit, enfin, est-ce qu'on suit vraiment les préceptes, c'est une autre question, bien sûr. Parce que la théorie elle-même, la théorie des humeurs, elle peut faire sourire.
la médecine dite de Pasteur, parce que moi ça m'amuse, ce qui me fait sourire moi c'est que Pasteur n'était pas médecin, il était biologiste, mais cette théorie, chaque fois qu'on dit de quelqu'un qu'il est flegmatique ou qu'il est bileux ou qu'il se fait du mauvais sang, enfin on parle d'Hippocrate évidemment, et donc c'est quand même dans le langage courant, et ça a bien une signification, en tout cas en médecine chinoise, ça sonne comme un diagnostic. Donc cette médecine qui était humaniste, qui était naturaliste, elle reposait sur des principes, des grands principes. Je vais rappeler ces grands principes. Ils sont pris un peu au hasard parce que quand on cherche un petit peu ces principes selon les écrits, il y en a eu un paquet, on en trouve différents, mais les principaux, il y a évidemment le célèbre primum non nocere, donc premièrement ne pas nuire, hein, donc être efficace si on peut, mais au moins ne pas faire de mal. Je ne vais pas commenter la médecine d'actuelle par rapport à ces principes, parce que là, voilà, c'est pas l'objet. Enfin voilà, premier principe, premièrement ne pas nuire. Sachant que, ça a été dit, quand on est dans la matière, le fer, le feu, le poison sont parfois nécessaires, hein, quand il faut vraiment agir. Le fer, c'est la chirurgie aujourd'hui, le feu, c'est la radiothérapie, le poison, c'est la chimio. Ça a pris des noms plus techniques, mais c'est fondamentalement les mêmes bases violentes, thérapeutiques, parfois nécessaires. En tout cas, ne pas nuire, ça veut dire on ne les utilise pas en premier, on ne fait pas de chirurgie préventive, on ne fait pas de chimio préventive, par exemple. Ça n'a pas de sens dans cette médecine. Un autre principe, évidemment, qui est connu, c'est le vis medricatrix naturae, c'est la nature qui est le soignant, qui guérit. C'est-à-dire utiliser la nature, ce qui vient de la nature comme remède le plus possible. Des remèdes issus de la nature, on va voir un peu plus loin pourquoi, puisqu'on est le produit de la nature, donc normalement ça devrait être qui nous soigne. Le contraire d'un remède naturel, c'est un remède artificiel. C'est un peu comme l'intelligence. Un autre principe important, c'est le contraria contraris curantur, c'est-à-dire on soigne par les contraires dans la médecine d'Hippocrate. C'est une médecine allopathique. C'est la base de la médecine allopathique. Allos en grec, hein, c'est l'autre. Pourquoi je cite ça très rapidement, c'est qu'on va les retrouver après dans la médecine dont je vais vous parler, qui théoriquement n'est pas celle d'Hippocrate. Il évoque les notions de mesure et de pondération, l'importance, vous savez, consommer avec modération, hein, la pondération, qui est d'ailleurs indispensable quand on utilise une médecine de nature allopathique. Il faut des doses pondérales, parce que évidemment, ça peut être dangereux, donc c'est la base qui consiste à adapter un traitement à un patient. Un autre principe, c'est chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça veut dire que tout change. Les gens changent. Le climat change, hein, sentigu. Les saisons changent. L'environnement change, puisqu'on a des racines mobiles, nous, en plus. Donc, on doit ajuster les traitements en fonction d'un certain nombre de paramètres. Parce que, ben voilà, en fonction de la saison, de l'année, de l'âge du patient, etc., on n'a plus tout à fait la même logique. Et en son temps, c'est-à-dire que, ben voilà, on va donner un traitement, enfin, là, je suis en train de partir déjà dans la médecine chinoise, mais si vous avez un patient qui a le froid et l'humidité qui sont rentrés dans le corps et qui n'en sont pas sortis, comme une maison qui a du froid et de l'humidité à l'intérieur, ben on va mettre un déshumidificateur ou on va remettre le chauffage à un certain moment dans le corps. Donc la formule qui va chasser le froid et l'humidité, on va la donner à un certain moment. On ne va pas la donner au printemps, on va la donner à l'automne. Évidemment, comme on le ferait pour une autre maison que la maison humaine. Donc, la même chose peut être bénéfique ou nuisible si elle n'est pas donnée au même moment, au bon moment. Un autre principe aussi, bien sûr, c'est tolle causam, c'est s'adresser à la cause. C'est-à-dire on cherche à traiter la cause, on cherche à identifier la cause pour pouvoir traiter la maladie dont les symptômes ne sont que la manifestation. On va en reparler. Évidemment, cette question du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on a un problème, elle est généralement balayée chez nous parce qu'on est dans un monde d'urgence, on est toujours pressé. On cherche tout de suite le traitement. Vous avez remarqué, dès qu'on vous dit il y a un nouveau truc, on cherche un traitement. On n'est pas en train de dire mais pourquoi il y a un nouveau truc, hein? Cherche pas, il faut éteindre le feu. Ouais, mais est-ce que c'est pas le pompier qui l'a allumé? Parce que sinon ça va durer longtemps. Ouais. Donc des fois, voilà, c'est tout le problème on devrait toujours prendre le temps de chercher la cause. En tout cas, c'était comme ça dans la médecine d'Hippocrate. Et puis il y a d'autres chérés aussi,
un principe qui est donc celui d'enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? C'est que Hippocrate disait la maladie est souvent une cause de l'ignorance. Donc effectivement, si c'est la conduite du patient, son hygiène de vie, des habitudes, des choses qu'il n'a pas compris, mal compris, qu'il a compris mais que voilà, qui tombe du côté où il penche, etc., comment on va interagir avec lui pour guider sans contraindre, on va le voir hein, sur le plan de la médecine chinoise, mais en tout cas lui dire voilà pourquoi tu as ça. Après tu fais ce que tu veux, mais enseigner, expliquer le pourquoi, pas simplement droguer en silence. Donc il y a un côté pédagogique, il y a un côté éducation des patients, ce qui ne veut pas dire quelque chose de directif forcément, on y reviendra, mais on n'oublie pas qu'il est le propriétaire et donc le responsable ultime de sa santé. Voilà, donc ces principes, ils semblent quand même corrects, ils semblent quand même humains, ils semblent quand même décents par rapport à une médecine, et c'est bien pour ça, je pense, que le serment est toujours prêté. Donc dans ce serment, il y a cette idée effectivement que la maladie n'est pas plus importante que le malade, ce qui veut dire que le médecin apparaît toujours, et ça a déjà été évoqué, notamment par Jean-Antoine, qu'il est simplement une aide. C'est le malade qui est l'agent principal de sa guérison. Aider une personne à guérir. C'est pas pareil de dire je la soigne ou je la guéris. Enfin, c'est même pas français, je pense, de guérir quelqu'un. Donc, si on veut aider quelqu'un à bien se porter, l'accent doit être mis sur la prévention. Et si on veut mettre l'accent sur la prévention, il faut mettre l'accent sur la compréhension. Sur la prévention, il faut mettre l'accent sur la compréhension des choses, la compréhension des causes, la compréhension des mécanismes qui interagissent dans la personne humaine. Et là, on en a parlé plusieurs fois, ces mécanismes, ils sont à plusieurs étages. Il y a des mécanismes organiques, hein, biologiques, il y a des mécanismes qu'on pourrait qualifier d'énergétiques, fonctionnels, ça dysfonctionne, c'est-à-dire que quand on fait une image, c'est bon, comme disait Dr Léon, on peut prendre un soldat en photo, même armé jusqu'aux dents, mais la photo ne dit pas s'il sait se battre. Donc ça, c'est le fonctionnel. Et puis, enfin voilà, différents niveaux qui font que le patient doit pouvoir assumer la responsabilité finale de sa santé. Ces différents niveaux qui interagissent, j'ai noté un extrait d'Hippocrate là-dessus, qui dit, c'est un extrait à propos des aliments et de l'exercice. Il dit « Aliments et exercices ont des vertus opposées, mais qui collaborent à la santé. Par nature, les exercices dépensent l'énergie disponible. Les aliments et les boissons, eux, compensent les pertes. Il importe, à ce qu'il semble, de discerner la vertu des exercices naturels ou violents. » Et le sport, par exemple, et le qigong, vous voyez, c'est pas forcément la même façon de dépenser l'énergie. Il importe de discerner lesquels d'entre eux développent les chairs, lesquels les diminuent. Et non seulement cela, mais encore la proportion des exercices à l'égard de la quantité d'aliments, de la nature du patient, de son âge, des saisons de l'année, des changements de vent, de la situation des lieux où il vit, de la constitution de l'année. Il faut connaître le lever et le coucher des astres pour savoir prendre garde aux changements et excès des aliments, des boissons, des vents de l'univers entier. C'est de tout cela que proviennent les maladies. Donc dans cette médecine que décrivait Hippocrate, la santé, on voit que c'est un bien précieux, mais qui repose sur un équilibre fragile, qui est en fait à cultiver, à reconquérir sans cesse. Et cette notion d'équilibre, elle est intéressante, parce que qui dit équilibre dit une certaine forme d'harmonie. Et dans cette harmonie, il y a une cohabitation entre la beauté, parce que quand c'est harmonieux, c'est beau, la beauté, la santé, la sagesse, ça doit aller ensemble, ça doit couler de source. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ce qui veut dire que le médecin doit avoir une triple sensibilité à la médecine, à l'art et à la science. Ça ne devrait pas être séparé. Voilà pourquoi, quand même, on a l'impression que le soldat, Hippocrate, c'est-à-dire cette idée-là au sein d'un monde qui n'est plus comme ça, a besoin d'être sauvé. Ça veut dire quoi? Mis à l'écart, ramené au foyer de cette guerre. On peut dire Hippocrate est mort, vive Pasteur.
Mais c'est pas sûr, parce qu'il a laissé un certain nombre, effectivement, d'enfants spirituels, heureusement, on en a des exemplaires ici. Et puis, il y a un certain nombre de médecines qui sont contemporaines de celle d'Hippocrate. On en a brièvement parlé, les médecines anciennes, les médecines antiques, hein, qui ont trouvé leur âge d'or à une époque qui peut osciller entre 5000 avant Jésus-Christ et 500 avant Jésus-Christ à peu près. Mais qui se fondent exactement sur les mêmes principes naturalistes et humanistes. Simplement, certaines n'ont pas forcément subi la même fracture épistémologique qu'en Occident. Le problème de la science occidentale, c'est que pour se mettre en place, on retrouve la logique de guerre, elle est obligée de détruire la théorie précédente. Donc on s'acharne, c'est vraiment une guerre. Voilà, je vais essayer de démolir ta théorie et de mettre la mienne à la place. Et puis la mienne, elle va être démolie peut-être par quelqu'un d'autre qui va mettre une autre à la place. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la compétition. C'est pas ce que tu as fait, ce que tu as trouvé, c'est très bien, c'est magnifique. Maintenant, on pourrait le voir aussi comme ça, où il y a ça en plus, ou à côté, ou autrement. Non, il faut que je te le démolisse pour mettre ma théorie à la place de la tienne. Donc, Hippocrate est mort, vive Pasteur. Cette fracture, cette guerre épistémologique, elle n'a pas eu lieu partout. En tout cas, en Chine, jusqu'à la révolution culturelle, en gros, c'était vraiment une continuité historique incroyable, quoi. Pendant à peu près 2000 ans. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a eu des déclins et tout, mais sur une échelle de temps, il y a quand même eu des choses qui ont été cultivées, qui ont progressé. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits au fil des siècles, etc. Donc, moi, je ne connais pas toutes les médecines traditionnelles, mais je peux vous dire quelques mots de la médecine chinoise par rapport à ça, même si, effectivement, l'Ayurveda, la médecine tibétaine sont dans le même circuit. Si on reprend ces principes qui animent la médecine d'Hippocrate, on peut faire un petit parallèle avec la médecine chinoise, en rappelant donc qu'effectivement, elle se fonde sur le siècle de Périclès, sauf qu'on est sur une autre partie de la planète. Je crois que c'est vers 300 Jésus-Christ, l'Académie impériale de médecine en Chine, donc où il y avait c'était médecine impériale, l'empereur se soignait comme ça, il y avait déjà 13 branches dans la médecine traditionnelle. Il y avait déjà, alors c'était des branches un peu comme nous, quoi. Il y avait la médecine générale interne, la pédiatrie, la gynéco, il y avait des spécialités par rapport aussi, par exemple aux maladies de peau, aux maladies des yeux, etc., etc. Donc en fait, on a déjà, je ne sais pas si vous voyez, en 300 Jésus-Christ, c'était déjà structuré d'une façon qu'on peut retrouver dans les hôpitaux. Par contre, il n'y avait pas cancéro, il n'y avait pas HP, il n'y avait pas psychiatrie, il n'y avait pas non plus de département par organe, il n'y avait pas de pneumo, de néphro, de trucs, parce que tout ça, ça marche ensemble. Donc un garagiste spécialiste du carbu, ça ne veut rien dire, quoi. C'est pas possible, c'est trop lié. Donc il n'y avait pas de séparation corps-esprit, parce qu'un choc psychologique, selon qu'il est exprimé, qui vous envoie à l'hôpital psychiatrique, ou qu'il est réprimé et que c'est vos cellules qui deviennent folles et qu'on vous envoie à Villejuif, ouais, Gustave Roussy, en fait ça peut être la même cause, et il y a une soupape mentale qui a lâché ou pas qui fait que la maladie a pris des tours différents dans l'apparence, dans la manifestation. Mais la cause, tolle causa, la cause est peut-être la même. Donc en fait on peut désamorcer aussi bien peut-être un trouble psychique qu'un trouble, un dérèglement tumoral en intervenant au bon moment face à un patient avec quelque chose qui en apparence n'a strictement rien à voir avec les maladies qui pourraient se fabriquer, quoi. C'est pour ça qu'il y a peut-être plein de gens qui sont thérapeutes sans le savoir, parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir parler avec quelqu'un au bon moment et que ça a permis de prendre une autre route. Les fondements de la médecine chinoise reposent sur un livre qui n'est pas dans un musée. Enfin, il y est peut-être aussi. Mais le Huangti Neqing, donc, ce livre, on l'a dans notre bibliothèque et on y recourt de temps en temps pour aller chercher des extraits. On est en 300 avant Jésus-Christ. On a d'autres ouvrages qui ont suivi. Mais par exemple, on va prescrire au quotidien une formule de pharmacopée qui date du 6e, du 11e, du 18e siècle. Donc on sait que c'est pas Pfizer déjà. Mais nous, ça nous rassure de savoir que ça a traversé le temps, qu'il y a des millions de personnes qui ont déjà été traitées de cette façon, sachant qu'on ne donne pas l'identique, on va adapter par rapport aux patients, on va faire des retouches sur du prêt-à-porter, si vous voulez.
Mais déjà, on ne va pas réinventer la forme humaine. Donc du coup, on n'a pas besoin de tout recommencer à zéro. On a les anciens qui nous ont déjà légué quelque chose. Merci, quoi. Déjà, au niveau de l'échelle temporelle, on est dans la même période. Il est dit aussi dans cet ouvrage, justement, et ça a été évoqué brièvement avec Jean-Marc Espy, que, d'ailleurs ça commence comme ça, que être malade quand on est, se soigner quand on est malade, c'est comme se mettre à creuser un puits quand on sent qu'on a soif. C'est déjà un peu tard. Donc la vocation, on sait que dès le départ, on est dans la prévention. On est aussi dans le traitement par les contraires. On dit en médecine chinoise qu'on traite le yin par le yang, et le yang par le yin, c'est-à-dire si vous êtes fatigué, vous allez prendre un tonique. Si vous avez de la fièvre, vous allez prendre des plantes froides ou faire une saignée. Enfin, on va utiliser le principe inverse, toujours aussi donc un système pondéral, même si dans la théorie médicale chinoise, le principe homéopathique existe, parce que quand on est dans l'extrême, que ce soit en grosse dose ou en dilution, on arrive à l'effet type homéopathique. C'est Chuang Tzu qui disait trop loin à l'est, c'est l'ouest. C'est une médecine impériale. Médecine impériale, ça veut dire que si l'empereur est malade à cause du traitement, le médecin va avoir un problème. D'accord? Donc, premièrement, ne pas nuire. C'est évident. Chaque patient est un roi. On doit le traiter avec respect. Il n'est pas venu pour qu'on le rende malade. Donc c'est évident que, premièrement, on va essayer de ne pas faire de dégâts. Et si on doit agir de plus en plus fortement, il va toujours falloir, évidemment, mettre des contre-feux en place de façon à ce que le bénéfice-risque, comme on dirait aujourd'hui, reste toujours positif. Et si on lit la revue Prescrire, ou si, on a l'impression que les labos, la notion de bénéfice-risque, je pense, est plus économique dans leur esprit que médical maintenant. C'est une médecine naturaliste, c'est-à-dire que un être humain, dans cette médecine, la vie ne lui appartient pas, il appartient à la vie déjà. Ça c'est une évidence. Si vous arrêtez de respirer, on sera vite fixé. C'est-à-dire qu'on est en vie parce qu'on a l'air, on a le ciel qui nous nourrit, on a la terre qui nous nourrit, on a les pulsations du sang, on a le rythme respiratoire, c'est ce qui fait marcher le système cardio-pulmonaire, et puis on a la conscience, on a une diastole-systole cérébrale comme ça, à chaque cycle jour-nuit, on ne peut pas ne pas dormir. Voilà, ces trois rythmes-là, si on les interrompt, c'est le rythme en fait du soleil et de la lune, c'est le rythme du ciel et de la terre. Donc en fait, notre vie, le fait qu'on soit dans ce plus grand qui nous maintient en vie, ces trois rythmes qui nous maintiennent en vie, que connaissent les secouristes, je veux dire, si l'un d'eux s'arrête, ça veut dire qu'on est coupé, en fait, de quelque chose qui nous reliait avant, et donc là, on est mort, c'est sûr. Et non seulement on appartient à la vie, mais il y a un truc qui est joli aussi, c'est qu'on lui ressemble. Parce que si on est le produit de la nature, les enfants, ils ressemblent à leurs parents. Et donc, si on regarde un humain, on voit des fleuves, des vallées, des forêts, des chaînes minérales qui dépassent. Et donc, on dit en médecine chinoise que chaque individu constitue un paysage particulier et le médecin le regarde comme un peintre regarde sa toile. C'est-à-dire qu'on a affaire, c'est ce qu'on appellerait un tableau clinique vraiment, et c'est là que je vous dis, la médecine et l'art peuvent être plus ou moins liés, parce que si on est en bonne santé, c'est comme un tableau qui a un équilibre, si vous voulez, qui est harmonieux. Si on est malade, c'est qu'il y a un trou qui ne va pas dans le tableau. Ce qui ne veut pas dire que tous les paysages se ressemblent, mais ils doivent tous avoir une certaine harmonie personnelle. Et le fait que ces paysages ne se ressemblent pas est très important, parce qu'on est tous uniques. Vous voyez, là, si on se regarde, il n'y a pas deux têtes pareilles. Si vous tirez la langue, vous allez voir le feu d'artifice de couleurs, d'enduit, de formes. Les poux, c'est encore un peu délicat sur le plan tactile, mais ce que je veux dire, on est homogène, on partage plus ou moins le même système génétique, mais en tout cas, on n'est pas identique, clairement. Donc, il est dit, par exemple, dans cette médecine, où il y a, je vous dis, en permanence, en fait, cet ouvrage-là, qui est un discours entre l'empereur et son médecin, en fait, l'empereur pose des questions et le médecin lui explique. En fait, c'est un enseignement un peu façon soufie, quoi, où question-réponse, c'est une façon d'apprendre. Et cet ouvrage, les explications sont toujours naturalistes. C'est-à-dire, pour expliquer quelque chose de la médecine chinoise,
les exemples sont donnés par rapport à la nature, puisqu'on est le produit de la nature. Et ça, je fais un petit arrêt sur image là-dessus, parce que ça veut dire que pourquoi on est allé vérifier que cette médecine marchait aux 4 directions, qu'on a été soigner des gens un peu de partout, et former aussi des gens. On ne les formait pas à la médecine chinoise, on les formait à la médecine naturaliste. Parce que, ben, si on met de côté temporairement la source culturelle, elle est toujours présente. C'est grâce à ce génie propre qu'on a pu garder cette vision précieuse du vivant. Mais cette vision du vivant, elle est universelle. Tout le monde sait ce que c'est que le vent, le froid, l'humidité. On n'est pas obligé de le dire en chinois. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que ce parallèle permanent entre l'homme et la nature permet de parler à tous les humains. Et ça n'appartient pas spécialement à la médecine chinoise. Je veux dire, si les Africains ont des points d'acupuncture sur le corps, ce n'est pas des points d'acupuncture chinois. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on peut donner un nom chinois aux points d'acupuncture. Donc, il ne faut pas mélanger la compréhension, l'origine culturelle, qui est très riche et qui mérite cette étude, comme l'a démontré Ting, mais l'application, elle est totalement universelle. Et elle n'a pas besoin non plus de faire apprendre forcément le chinois à des gens qui déjà n'ont pas de transmission autre que orale. Hein. Voilà par exemple un extrait qui dit « Un bûcheron affûte sa hache et coupe du bois. La hache mord le bois à travers l'écorce, qui est molle, qui est plus molle que la hache évidemment, mais s'il y a un nœud dans le bois, la hache peut se briser sur lui. On dit alors que le mou a résisté à l'attaque du dur. Ceci explique comment le corps peut être attaqué en certains endroits et résister en d'autres. Et ça, c'est valable physiquement et psychiquement. Vous savez, il y a des gens, ils vont bien, puis ils ont un talon d'Achille, comme on dit. Il y en a d'autres, mentalement ça va bien, puis là on touche un truc, on se dit « Oh merde, je suis tombé sur un nœud ». Hein, on sent qu'il y a un truc voilà, qui est bloqué, comme on disait. Il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. On est une forêt, là. Il y a des arbres qui fleurissent tôt, et si le printemps est froid, ils fanent. Certains arbres contiennent toute leur humidité dans les feuilles et les branches. Ils dessèchent et meurent pendant les longues vagues de chaleur. D'autres arbres ont une écorce molle et spongieuse et pourrissent par temps humide. Certains arbres plient quand il y a des vents forts, tandis que d'autres résistent. On ne va pas refaire La Fontaine. Ainsi, tous les arbres doivent suivre les lois des 4 saisons, mais comme nous, chacun à sa façon. L'un est malade alors que l'autre n'a rien ou même tire profit de la situation. Un petit passage comme ça. Il y a des choses, par exemple, il y a des gens qui mangent des frites ou du sucre. Ça ne posera pas de problème. Il y a des gens, vous voyez bien, il y a des gens, ils mangent, ils vont faire du cholestérol par exemple, alors qu'ils font très attention, d'autres ils bouffent n'importe quoi, ils n'en font pas. C'est injuste, non, ils n'ont pas les mêmes brûleurs. Donc ils sont obligés de jouer sur le carburant parce que le brûleur est mal réglé. Vous voyez, c'est comme quand vous faites la vaisselle, si vous avez fait de la cuisine très grasse et puis que vous dégraissez l'eau bouillante, même si vous ne mettez pas de produit, ça dégraisse, parce que l'eau est bouillante. Mais si vous avez cuisiné même pas très gras, mais que vous faites la vaisselle à l'eau très froide, même en mettant du produit, ça reste collant. Les brûleurs, là-dedans, c'est pareil. On peut fabriquer. Pourquoi? Parce qu'on ne dégraisse pas bien, on peut fabriquer des matières grasses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Encrasser les tuyaux. Voilà, c'est une hotte de cuisine là-dedans. Enfin, on peut voir la structure vivante très différemment, très simplement. Quand vous expliquez ça, par exemple, en Afrique, voilà, ils comprennent. Un tradipraticien béninois justement qui vendait sur le marché un produit, c'était pour la constipation. Alors je lui dis, il y a quoi là-dedans? Il dit, je ne peux pas te dire, c'est secret, parce que tu sais, c'était presque marqué Pfizer, tu vois. Donc c'était secret de famille, il vendait ça, il ne voulait pas livrer son secret, évidemment. Je lui dis, bon, très bien, mais je dis, c'est pour quelle constipation? Parce que je dis ça, alors ça marche bien? Il dit oui, enfin des fois oui, des fois non. Je dis, oui, mais c'est pour quelle constipation? Il dit, je ne sais pas, moi. Alors je dis, on peut être constipé parce qu'on a mangé trop pimenté, donc ça... Enfin voilà, il y a de la chaleur, les sels sont comme ça, elles sont dures, elles sont épaisses. Après, il peut ne pas y avoir assez de liquide, ça fait pouf, des billes, enfin c'est trop sec. Des fois, c'est trop vieux, tu n'as pas la force de pousser, c'est une constipation atone, enfin, etc. Dans ce cas-là, les sels sont comme ci, comme ça, comme ça, comme ça.
Et je dis, des fois c'est un bouchon, après c'est le plus molle. Donc voilà, tu peux être constipé de différentes façons pour des raisons différentes, mais à chaque fois ça s'explique assez simplement. Donc du coup, donc il a posé des questions aux gens à qui il donnait le truc. Il s'est rendu compte que fatalement sa formule, sa recette secrète ne marchait que pour ce type de constipation-là. Et après il a donné à coup sûr pour les bons types de constipation. Donc ça a revalorisé sa pharmacopée traditionnelle, parce qu'on lui a donné des petits éléments de diagnostic qui viennent de la médecine chinoise, mais qui sont simples, et que c'est juste du bon sens quelque part. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je trouve, quelles que soient les médecines qu'on apprend, et c'est vrai ce que dit Louis, c'est ça qui est génial, c'est que si on peut être, parce qu'on l'a expérimenté en humanitaire, on discute avec des tradipraticiens, des ethnomédecins d'autres cultures, y compris de la médecine occidentale, autour d'un cas de patient, et puis on dit tiens, ben moi je vois ça comme ça, je donne ça, etc. Et puis voilà, puis après l'important c'est qu'est-ce qui marche bien pour la personne, sachant que quand on retombe dans sa socioculture à lui, à ses habitudes à lui, généralement il faut quand même inclure sa médecine traditionnelle à lui, c'est important. On voit bien aussi, à travers la petite citation que je vous donnais, que la maladie est effectivement pas plus importante que le malade, parce qu'on n'est pas tous faits du même bois. Donc c'est quand même lui qui va déterminer sa capacité, même si le terrain n'est pas tout, le microbe non plus, et voilà, c'est le ratio entre les deux. Hein. À propos de cette citation dont il parlait, que l'art est long, l'occasion fugitive, etc., l'expérience trompeuse, il y a quelque chose d'assez équivalent dans le Souen, dans un des deux grands tomes de cet ouvrage, au chapitre 77 du Netching, qui dit « Le médecin doit être au fait des affaires humaines pour éclairer les antécédents. » Alors bon, ces traductions de Husson, c'est un peu pour comprendre les causes, quoi, hein, pour comprendre l'origine. Il doit comprendre les affaires humaines pour comprendre l'origine. La condition sociale, la situation financière, la complexion individuelle, de quel bois ils sont faits, hein, l'âge, la force d'âme doivent être recherchés en détail pour reconnaître l'origine de la maladie. Là, il est en train de dire qui a quoi. Puis après, il y a pourquoi. Quand on fait l'examen habituel de Ting Chie Shen, c'est ce dont parlait Emmanuel ce matin, c'est-à-dire quand on fait l'examen du patient à la fois sur le plan organique, c'est-à-dire que, est-ce que, voilà, matériellement, physiquement, il y a quelque chose de décelable, fonctionnel, ou psycho-affectif, spirituel, enfin voilà, les différents niveaux. Donc on fait l'examen, on regarde le patient, mais à 3 étages. On doit s'informer notamment de la condition sociale, de la perte éventuelle d'une dignité, d'un désir d'anoblissement. Alors c'est des vieux termes, on pourra dire maintenant on a été licencié ou on veut monter en grade dans l'entreprise, mais on est toujours dans les mêmes choses. La perte d'une haute situation, sans nulle intervention d'agents pathogènes, donc il n'y a pas de virus à chercher, fait sécher la peau, rétracter les muscles et cause des parésies et contractures des jambes. Quand le médecin n'a pas assez d'autorité pour détourner l'esprit du malade, l'extérieur du corps devient faible et mou, le désordre devient une altération définitive, la maladie s'immobilise et toute la médecine devient impuissante. La séparation d'un être aimé provoque un marasme qui se cristallise. La tristesse, la crainte, la joie, la colère vident les 5 organes, le chi et le sang perdent contenance, etc., etc. Et il conclut le passage, donc tout ça c'est pour dire, voilà, si la personne a les problèmes, elle va peut-être se faire un truc tumoral, parce qu'il y a des études qui ont montré effectivement, enfin là ils décrivent des Hodgkin, des maladies dégénératives, etc. Des SLA, etc. Et il conclut en disant de quelle qualité est l'art du médecin qui ignore cela. 2500 ans plus tard, la question reste posée. Parce que si vous allez aborder la question de toutes ces choses-là en cancéro, par exemple, on va dire non, mais attends, c'est pas l'objet, comme ça a été dit. Je veux dire, voilà, c'est l'intelligence artificielle qui fait le diagnostic, et ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Donc, tollé causam, non. Mais là, on voit que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Donc, eh bien oui, la maladie n'est toujours pas plus importante que le malade. On voit bien qu'il faut s'intéresser à la personne.
C'est-à-dire que la maladie est forcément incompréhensible si le médecin n'a pas compris le malade. Il ne la connaît pas, il ne s'y intéresse pas, il ne l'a pas vu. Et puis, on voit l'importance, quand il disait si le médecin n'a pas assez d'autorité, alors c'est pas une autorité au sens, je veux dire, tu vas faire ceci, cela, mais c'est que sa parole porte, quoi, qui est d'ascendant. Enfin, si la personne n'entend pas, s'il n'a pas assez d'autorité, tant pis, ça ne passera pas. Le diagnostic en médecine chinoise, alors on revendique haut et fort, et c'est tout le problème, hein, mais on parle de médecine et on parle de diagnostic. Alors effectivement, nous, on est clairement dans le rouge par rapport au texte de loi. Mais quand je dis nous, je parle du choix qu'on fait dans le cadre du CEDRE, par exemple. Mais bon, moi ça fait 40 ans que je dis ça, puis j'ai pas... C'est parce qu'on peut pas, c'est impossible. Faire de la médecine sans faire un diagnostic, là c'est là que vous êtes dangereux, quoi. Et puis, quand on voit, disons, l'histoire de cette médecine, à l'instar d'autres, on va pas dire qu'on ne fait pas de diagnostic, c'est aberrant. Simplement, de quelle médecine on parle? Exercice égal de quelle médecine? Voilà. On sait très bien que c'est totalement... Hippocrate, cette histoire. Ah non, Hippocrate, pardon. Donc, le diagnostic en médecine chinoise, il y a 4 temps de l'examen. Hein. On observe. Déjà, si on observe bien, il y a plein de trucs qu'on voit. Voilà. On palpe. Alors, il y a la palpation du corps, la fameuse palpation des pouces, c'est un sonar. Hein, ça dit plein de choses. Il y a des gens qui lisent des livres avec les doigts. Et ils lisent tous le même livre, donc il ne faut pas que ce soit, c'est pas sous prétexte qu'on prend les poux, que chacun dit « oh, moi je trouve ça, moi je trouve autre chose ». Non, il faut apprendre à lire la même chose. Il y a l'interrogatoire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Donc si le patient ne nous le dit pas, voilà, l'historique, tout ça. Comment dire, et puis l'auscultation, donc les sons, les odeurs, voilà, parce que tel type de toux, tel type de rot, voilà, c'est... Tout ça, ça parle. En fait, ça veut dire quoi? C'est que c'est sensoriel. On doit utiliser nos sens. Et notre bon sens, pour interpréter ce que nos sens ont perçu. Parfois, il y a de l'extrasensoriel, mais ça dépend de chacun. Mais déjà, au moins les sens de base, avec un système hypothético-déductif correct, et déjà, ça nous dit plein de choses. Il faut juste apprendre à lire. Et l'être humain n'est pas forcément l'appareil le plus mal adapté au diagnostic de la pathologie de ses semblables. On n'est pas des machines. Donc c'est quoi cette idée que les machines feront un meilleur diagnostic de l'humain avec tout ce qu'il a de pas mécanique, justement, hein, parce que, comme on disait, le cerveau en médecine chinoise, c'est juste un ordinateur. Ordinateur en chinois, tiannan. Cerveau électrique. Hein. Donc en fait, c'est juste, voilà, c'est un système... mais le système d'exploitation qui est à l'intérieur, c'est le téléchargement qui permet de l'utiliser, c'est différent. Ces 4 temps de l'examen imposent donc une consultation d'homme à homme, j'allais dire, enfin on va dire d'humain à humain pour ne pas faire trop woke, mais de personne à personne. Et si on fait confiance à l'humain, on va avoir des informations. Si on fait confiance à soi, qu'on fait confiance au patient, mais le patient il est là pour nous livrer. Des fois, il y a du non-dit, etc. On peut parler de confiance, mais il y a des gens qui peuvent... L'interrogatoire est le temps le plus délicat parce que les gens peuvent omettre, déformer, cacher, enfin voilà, parce qu'ils peuvent avoir des gènes à dire certaines choses. Des fois, il faut un certain temps de confiance. Il y a un lien avec un peu la confession parfois quand on est dans cette situation. C'est pour ça que le cabinet, c'est quelque chose qui est un peu particulier dans son installation. En tout cas, on regarde le patient. On ne peut pas conduire avec le GPS en médecine chinoise puisque on n'a pas de GPS. Hein, l'électricité n'existait pas, donc on regarde la route. Mais moi, je préfère conduire en regardant la route, je ne sais pas vous, qu'en regardant le GPS, donc voilà. Il y a 3 niveaux de diagnostic ensuite. L'examen, c'est pour pouvoir faire un diagnostic, essayer de comprendre qui a quoi et pourquoi. Il y a un niveau symptomatique. Ça, c'est facile. Hein. Le patient il vient en disant j'ai mal. On peut dire oui, c'est une céphalée. J'ai la langue qui brûle, oui, c'est une glossodynie. Ouais. Ça veut dire, en fait, tu regardes dans le Garnier de la Mare, c'est langue qui brûle. Et du coup, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un joli nom. Donc ça, c'est juste une étiquette. C'est très fréquemment fait comme ça. C'est-à-dire, on donne un nom au symptôme ou un paquet de symptômes, c'est le syndrome de Du-Schmoll, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Si le diagnostic n'est que symptomatique, le traitement vise simplement au soulagement.
Et si le traitement vise juste au soulagement, il faudra prendre tout le temps, puisqu'on a toujours mal, on a toujours un problème. Donc on est parti pour des traitements à vie. Ça permet de faire un business plan pour un labo, mais ce n'est pas forcément bon pour le patient. Après, on peut avoir un diagnostic physiopathologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Je connais la mécanique, et là je vois qu'il y a un dérèglement dans cette mécanique qui fait que le voyant s'allume sur le tableau de bord. Donc je ne cherche pas à éteindre le voyant, c'est pas, oh bah tiens, je dévisse l'ampoule. Non, c'est je vais aller voir dans le moteur pour voir où est-ce qu'il faut remettre ceci, cela, ou détendre ça, ou refroidir ça, pour que le voyant s'éteigne. Pendant un moment, il devrait plus s'éteindre, on a fait un réglage. D'accord? Alors que sinon, on fait un masquage. Quelqu'un qui prend des antihypertenseurs depuis 15 ans, il n'est pas à l'abri d'un AVC demain, puisque sa tension n'est toujours pas réglée, puisque dès qu'il arrête, fou. Donc c'est juste un truc sous le tapis, mais c'est pas un traitement. Là, on essaye de faire un réglage pour que justement, si on arrête, bah, ça continue. Simplement, ça peut se redécaler au bout d'un moment, parce que on dit en médecine, on tombe toujours du côté où on penche. Donc forcément, il y a des réglages qui doivent être faits de temps en temps. On est plus dans les traitements constitutionnels à ce moment-là, comme on fait des révisions pour un véhicule en fait. Et puis il y a un diagnostic étiologique. Ça, c'est vraiment la cause. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je ne sais pas, moi, le voyant s'allume, ok, donc je vais voir, tiens, il y a les freins qui sont usés, ben, c'est bizarre, on les a changés il n'y a pas longtemps, mais comment tu conduis, toi, dans les descentes? Tu as le pied sur le frein? Non, on fait frein moteur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Problème de conduite, par exemple. Donc, étiologique, se dire, on s'intéresse effectivement à la cause de la maladie. Il y a 9 causes de maladie en médecine chinoise. Certaines ont été évoquées, comme les causes psychiques, par exemple. Mais ce n'est pas toujours ça non plus, mais ça peut être parasitaire, ça peut être des poisons, ça peut être des émotions, ça peut être un état psycho-affectif malsain, comme on dit. Ça peut être, bien sûr, l'hérédité. Hein, si on hérite de la même maladie, voilà, les chiens ne font pas de chat, etc. Ça peut être les facteurs climatiques et tout ce qui transporte de virus, l'alimentation pour des tas de raisons différentes, etc. Enfin voilà, je ne veux pas, la sexualité, les différentes formes de surmenage. Enfin voilà, il y a 9 grandes causes étiologiques qui font qu'on doit s'intéresser à toutes ces façons de vivre et d'entretenir la vie, au cas où ce soit une de ces manières d'entretenir la vie qui ne soit pas forcément bien réglée. Sans forcément vouloir coller toujours la même cause à tout le monde sous prétexte qu'on est spécialiste de nutrition ou qu'on est psychothérapeute ou qu'on est je sais pas quoi. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a chez nous parce que les gens sont très spécialisés. Donc si vous avez mal à la tête, si on reprend cet exemple très basique, bah, si, je sais pas moi, vous allez voir votre dentiste, il va dire c'est peut-être les plombages, vous allez voir un ostéo, il va dire c'est peut-être les cervicales, vous allez voir un haut de crâne, vous allez voir un psy, il va dire c'est votre stress, vous allez voir un nutritionniste, il va dire c'est votre régime. Enfin, chacun peut imaginer que la cause soit liée à ce qu'il connaît, mais en fait, on ne devrait pas avoir d'idée préconçue. Qui es-tu? Comment ça se situe? Où? Quelle partie? Parce qu'il y a des méridiens différents, etc. À quel moment? Qu'est-ce qui soulage? Qu'est-ce qui aggrave? Depuis quand? Machin. Et puis, au bout d'un moment, on va dire, bah, toi, c'est psy, toi, c'est la bouffe, toi, c'est... fallait pas taper la tête contre la petite table trop longtemps quand tu étais jeune. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas d'idée préconçue des causes non plus. On doit être ouvert à ça. Peut-être c'est maraboutage, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas d'idée. On ne sait pas encore si on va l'envoyer faire l'hypnose, voir un curé, voir un chirurgien. On ne sait pas à l'avance. Ou si nous-mêmes, on a l'outil. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut faire un diagnostic. C'est la pierre angulaire. Parce que si le diagnostic est clair, le traitement est juste. Il coule de source. Et on verra bien si ça roule droit après, de toute façon. C'est le patient qui va nous le dire. Hein. Donc c'est lui le juge. Et l'avocat, du coup. Faire appel à la nature comme remède, ben oui, la nature est notre nature. Donc c'est la seule qui puisse nous guérir. Donc on voit bien que la voie que prend la médecine d'aujourd'hui, avec voilà, la technologie, l'intelligence artificielle, nous emmène vers autre chose. Après, on n'aura peut-être pas la possibilité de s'en passer si on est nous-mêmes dénaturés un peu trop. Ça, parce que cette idée m'est venue parce que j'ai croisé, donc c'est Gilbert White-Dot, il est décédé maintenant, c'est un homme médecine Cheyenne, des Cheyennes du Nord, dans le Montana. J'étais allé le voir.
Et puis, parce que voilà, il connaissait plein de choses, et puis je lui dis, mais vous n'avez pas des traitements pour le diabète, par exemple, qui ravageait la réserve? Il dit, ah non, pour ça, je n'ai pas. Il dit, je soigne un certain nombre de choses, mais là, ça, c'est une maladie de blanc. On a du diabète depuis qu'au lieu de courir après les bisons, on est affalé dans les sofas, bouffer des chips et du coca et de regarder la télé. Donc ça, c'est le diabète, il est venu avec le changement de mode de vie. Donc maladie de blanc, médecine de blanc. Intéressant. C'est-à-dire que si, plus on va s'éloigner de quelque chose de naturel, plus on va avoir besoin, virus, antivirus. Hein. Voilà, si votre ordinateur se fait... Vous avez choisi tel système d'exploitation, vous ramassez tel virus, le mec il va vous vendre l'antivirus avec. Parce que les autres n'auront pas l'antivirus. Donc il faut bien faire attention au système d'exploitation personnelle de notre vie qu'on choisit au départ. Ça c'est vraiment important. Parce que si on va trop loin dans la dénaturation, les médecines traditionnelles pourront aider, c'est ce qu'on a fait pour le Covid, parce que la perversité est fonction de la résistance, donc on va voir de quel bois les gens sont faits et les aider à résister. Voilà, anticorps non sélectifs, mais nous, on n'est pas capable de rentrer dans le système pour dire il faut tel truc. Si vraiment c'est quelque chose qui bouffe le bois comme des termites, désolé, je ne pourrais pas, quoi. Les 4 branches thérapeutiques de la médecine chinoise, il y a 4 branches en médecine chinoise, historiquement. Enfin, après ça, c'est le docteur Léon qui dit ça. Après, ça peut se discuter, mais c'est-à-dire qu'en fait, on peut soigner quelqu'un soit par le dehors, en faisant quelque chose du dehors. Ça s'appelle les interventions externes. Waiyong Chulia. Donc, on peut palper, enfin, on peut faire du massage, on peut faire de l'orthopédie, on peut faire de l'acupuncture, des ventouses, des saignées, mettre des emplâtres, faire de la chirurgie. Bon, ça, il y a ce qu'il faut ici, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, historiquement, ça fait partie des interventions externes. C'est-à-dire, on peut soigner depuis le dehors. Hein? On peut soigner par le dedans, en faisant absorber quelque chose. Évidemment, c'est la pharmacopée et la diététique, en gros. On peut soigner par le postural ou le mouvement, par les exercices. C'est-à-dire que le Qigong, par exemple, peut être quelque chose de thérapeutique. Si vous répétez le même mouvement tout le temps, ça peut jouer sur la digestion, sur la respiration, etc. Donc on peut stimuler des fonctions d'organes, par exemple, ou un système de défense du corps ou de circulation par des mouvements. Ou le postural, comme l'ergothérapie chez nous. Le conseil va être une pratique particulière. Je prends un tout petit exemple, mais j'avais un patient qui était vétérinaire et puis qui avait une dorsalgie du côté gauche importante, puis en le faisant déshabiller, effectivement, il avait très mal au dos, mais il était très musclé à gauche, puis pas du tout à droite, quoi. Il y avait vraiment un différentiel important. J'ai dit, vous êtes gaucher? Il dit non. J'ai dit, vous faites un sport, je sais pas, tennis, machin? Il dit, non. Vous portez un gros sac lourd? Non. Alors, la cause toujours. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi il y avait ce différentiel. J'ai eu un problème de départ, étant gamin, tout ça. Non, pas du tout, c'est venu progressivement, et puis maintenant, c'est vraiment... J'ai dit, vous faites quoi de vos journées? Et il dit, moi, je travaille dans les grands élevages industriels et je fais de l'insémination artificielle. Et je dis, ça se passe comment? Il dit, on prend la queue de la vache, et puis hop, on met la canule, et puis hop, on prend la queue de la vache, puis on met la canule, et puis on prend la... Et en fait, une queue de vache, c'est un bull worker, vous connaissez, c'est un truc qui... Le mec faisait de la muscu du bras gauche depuis des années. Tous les jours, toute la journée. Mais il n'avait jamais fait le lien entre ce mouvement répétitif et le fait qu'il s'était déréglé. Bon, ok. Maintenant, comment on soigne ça? Antalgique? Massage? Acupuncture? Non? Bosse à droite maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut essayer de comprendre le mécanisme, on va aller chercher trop de choses. Et voir quel est l'outil qui sera le plus adapté. Enfin, c'est un exemple que je vous donne, on peut faire tout ça ensemble pour aider, mais voilà, quelle va être la chose qui va aider le mieux. Et puis, la 4e branche, c'est les ressources psychiques du patient. La compréhension et les ressources psychiques, c'est-à-dire utiliser le fait de, ça s'appelle Shinni Taoyin, rééduquer le cœur égaré. Et c'est-à-dire que les gens, des fois, ont juste pas vu les choses sous un certain angle, mais vous pourriez peut-être voir ça aussi comme ça. En tout cas, là, il y a discuter avec. Mais là, c'est toujours conforme à un principe taoïste qui dit, c'est Lao Tzu qui dit, produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre.
Si on parle comme ça aux patients, c'est pas Pasteur qui dit « je te demande pas ton pays ni ta religion, tu es mon patient, je suis ton médecin, tu m'appartiens, je te guérirai. » On n'est pas dans la même philosophie, quoi. Hein? Non, c'est voilà, je vais essayer de t'aider, maintenant tu fais ce que tu veux. Hein? Mais je t'explique ce que je pense avoir trouvé et ce qui serait bien que tu fasses. Après, il y a des méthodes, effectivement, qui reposent sur la confiance, sur la foi, enfin voilà, il y a des... Parce qu'il y a plein de niveaux dans l'être humain, il faut voir à quel niveau ça marche. Il y a des formules de pharmacopée, on met un mot de guérison dedans et les patients boivent vos paroles en même temps qu'ils prennent la décoction. Etc. Il y a plein de trucs rigolos. Mais on ne le fait pas tout le monde dans tous les cas, c'est dans des cas très particuliers. Parce que selon les cultures, il y a aussi des capacités de foi et de croyance qui ne sont pas les mêmes. On ne fera pas souvent ça ici, même si tout le monde, vous avez tous plus ou moins autour de vous, je ne sais pas, une petite croix qui traîne dans un machin, enfin une petite médaille, qui vous évoque, enfin, vous voyez ce que je veux dire, où il y a peut-être des gens un peu superstitieux quand même, et on a été mettre du pain à son petit gu pour avoir, tu vois. Donc, on a toujours cette dimension en nous, même si ce n'est pas avoué. Hein. Il y a toujours un médecin qui se balade avec un stéthoscope autour du cou, même s'ils s'en servent à peu près jamais, mais voilà, c'est des symboles, c'est des trucs, on a tout, voilà. Pourquoi ? Quelle est l'action de ces trucs-là, etc. C'est intéressant d'analyser ça à d'autres niveaux. C'est pas parce que des traitements sont naturels, parce que vous voyez, les paroles, les mains, les plantes, les objets simples comme ça, c'est naturel, mais c'est pas simpliste, et ça peut être dangereux. À mon avis, les deux méthodes, sur toutes les méthodes dont on a parlé là, je mets de côté des trucs comme la chirurgie, que nous, on n'a pas besoin de pratiquer, heureusement, c'est ce qu'il faut ici. Là, on rentre dans la technologie, mais c'est, à mon avis, la pharmacopée et la psychothérapie, si on peut l'appeler comme ça. Parce que si ce n'est pas les bons produits, les bonnes doses, ou si vous dites des trucs de travers, des fois, vous pouvez vraiment déglinguer les gens. Donc là, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Mais je reviens là-dessus parce qu'on a tendance, si vous voulez, les jésuites, tout ça, chez nous, on avait déjà des potions un peu bizarres qu'on buvait, qui n'étaient pas bonnes, etc., pour se soigner. On avait déjà des tas de méthodes thérapeutiques, des ventouses, des saignées, peut-être des choses comme ça on faisait déjà, enfin c'est des phlébotomies plutôt, mais... Par contre l'acupuncture c'était vraiment très exotique, quoi. Et puis il y a tout un pan de la littérature chinoise qui parle de ça, parce que c'est... Donc forcément c'est ça qui a été assimilé beaucoup à la médecine chinoise, mais on s'est un peu désintéressé de tout le système qui était autour. Le docteur Leong, il a été très connu puisqu'il a eu la première licence d'acupuncteur aux États-Unis quand il a migré. Mais à force d'étudier avec lui, il a dit bah ouais, mais il y a d'autres choses. Puis finalement, en tirant, on s'est aperçu qu'il y a tout un système et qui a la même cohérence. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des mots, des aiguilles ou des plantes dans le même esprit. Pour le même patient, je lui dis ça, je mets ça, je fais ça, et puis je lui donne ça, mais tout ça, ça va dans la même direction. Mais ça s'adresse à des étages différents. C'est un package. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut pas oublier, chez nous, il y a la ciguë, enfin voilà, de toute façon, 70-80% de la pharmacie venait des plantes, chez nous aussi. Hein. La médecine chinoise a inventé le principe vaccinal, avec la variolisation. Donc on n'est pas du tout anti-vax, on est d'abord, Covid on n'en parle pas, c'est pas de la vaccination, mais simplement les épidémies, c'est une des 9 causes de maladie, il faut qu'il y ait des critères qui fassent savoir que c'est vraiment une épidémie et qu'il faille traiter le poison par le poison, c'est une des méthodes thérapeutiques les plus à risque, avec certainement la chirurgie. Mais parfois il faut. Simplement, quand on suit les patients au fil du temps, non seulement il faut différencier les gens, parce qu'ils ne sont pas pareils, donc il faut voir qui à quoi, mais en plus, le qui en question, il change, on a dit. Tout change. Donc, on ne va pas donner le même traitement aux patients au fil du temps. On ne va pas faire exactement les mêmes points, on ne va pas dire exactement les mêmes choses, on va changer la formule, parce que la personne, elle change. Donc, ça, c'est le suivi thérapeutique. C'était le médecin de famille. Alors déjà, trouver un médecin... disons, qui suit le patient tel qu'on est en train d'en parler là, c'est devenu compliqué, mais en plus qui connaît plusieurs générations de la même famille et qui, voilà, c'est devenu vraiment plus rare, quoi, malheureusement. L'intérêt d'un traitement qui vise la cause, ça veut dire qu'il y ait un réglage, c'est que si vous faites un réglage, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc les traitements dont on parle, je veux dire, il n'y a pas besoin de donner d'autres traitements pour traiter les effets secondaires de ces traitements-là.
sauf si on est déjà dans, je sais pas, genre du palliatif, mais à la base, il n'y a pas de... Comme c'est un réglage, ben voilà, on n'attend pas l'effet secondaire. Par contre, comme on sait que par exemple si c'est un traitement père-os, ça passe par le digestif, il faut veiller à voir comment est le système digestif, parce que si le traitement n'est pas à son attention, c'est quand ça passe par lui pour aller quand même faire le boulot, donc il faut vérifier la capacité du patient évidemment à absorber le traitement, etc. Mais voilà, tout ça c'est inclus dans la logique. Et puis il y a des traitements, oui, constitutionnels, parce que je vous disais, on tombe du côté où on penche, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir à prendre des traitements peut-être plus ou moins à vie, parce qu'ils ont un penchant, et donc c'est un peu comme un véhicule qui tire un peu d'un côté, on sait que de temps en temps, ou un bateau qui, voilà, faut retendre telle chose, faut détendre telle autre, et ça, on le fait, je vous dis, pour n'importe quel véhicule, on ne le fait pas pour soi, mais il y a des patients, on les connaît tellement bien qu'on sait qu'ils vont prendre 2-3 fois l'an telle formule pour que ça roule bien, et puis c'est tout, mais toujours pas d'effet secondaire, c'est juste une aide. Il y avait des restos en Chine, je crois, où par exemple selon votre typologie, c'est eux qui choisissent le menu, vous voyez. C'est voilà, des choses comme ça. Donc ça rejoint les notions hippocratiques de mesure, de modération, chaque chose en son temps, etc. Enfin, vous voyez, on est dans la même logique. Enseigner, docere, puisqu'il faut parler avec le patient quand ça ne va pas. Hippocrate disait aussi que la maladie est le meilleur professeur de médecine, parce que justement, on en a parlé aussi. C'est une leçon qu'on doit apprendre ou partager. Et un autre disait que c'est une sorte de médecin qui nous apprend à nous connaître, donc il faut l'utiliser, cette maladie, pour faire mieux. C'est comme la petite table des enfants, voilà. Comment transformer l'obstacle en moyen d'élévation. Mais il ne faut pas que ce soit dirigiste, c'est ça qui est important. Donc on respecte les choix du patient, on guide sans contraindre. Mais, vous voyez, parce que des fois chez nous, il y a ce côté, je veux pas, je dis rien, je force pas, c'est pas la psychanalyse chinoise, quoi. C'est parce qu'on manipule toujours, qu'on le veuille ou non, dans la relation. Même une maman manipule son bébé, disait Paul Václavic, Palo Alto. Donc, mais c'est manipulation avec amour. Donc on va dire les choses parce qu'on veut le bien de la personne. On veut l'aider à peut-être comprendre quelque chose que nous, on pense que ça peut l'aider. Mais c'est tout. Donc c'est vraiment important. Mais il faut parfois assumer aussi ce rôle de soignant et des fois dire, ah là, vous déconnez, quoi. Je me rappelle d'une patiente comme ça, elle me dit des trucs, puis à force, je lui dis, non mais vous êtes con. Parce qu'elle m'annonçait tellement de choses que j'ai pas su quoi dire d'autre. Et là, elle éclate en sanglots, elle me dit oui. Parce que c'était pas une insulte, c'était un diagnostic. C'est-à-dire, elle savait qu'elle faisait pas ce qu'il faut, que c'était tout. Donc, ben moi, j'y ai dit gentiment que, voilà, comme ça, on était d'accord là-dessus, on a pu passer à autre chose pour essayer de reconstruire. Mais vous voyez, encore une fois, diagnostic, et c'est pas jugement. Hein. Et puis à propos du fameux serment d'Hippocrate, je vous invite simplement dans la salle où il y a les livres et les stands de lire tranquillement le manifeste et la charte, parce que je ne vais pas prendre votre temps pour ça, je ne vais pas le relire là, mais vous verrez que c'est quand même, il est un peu inclus dedans quelque part. On n'a pas cherché à faire du copier-coller, Louis notamment est témoin, puisque voilà, on a fait ça lors des Humanités il y a 2 ans. Chacun a exprimé ce qui lui semblait important dans la médecine, dans l'esprit de la médecine, et puis ça a donné naissance à ce travail collectif. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent, mais Hippocrate, vous parlez toujours d'Hippocrate, mais les bouquins, on ne sait pas vraiment si c'est lui qui a écrit, et ce côté, on s'en fout. C'est certainement, à certains moments, un travail d'autre, ou un travail collectif. Mais c'est le fruit d'un travail collectif, d'intelligence collective, qui donne quelque chose d'intéressant. Donc peu importe, on n'est pas dans ce côté, il faut que ce soit vraiment la personne toute seule qui ait fait son truc, vous voyez, ça ne joue pas, ça. Et donc, cette charte, c'est le porte-étendard de la médecine à laquelle nous, on aspire demain en termes de médecine traditionnelle, au-delà de la médecine chinoise. Comment dire voilà, je pourrais poursuivre les parallèles, les tentatives de parallèles, mais ça y est, le temps est passé. Mais c'était pour que vous puissiez, disons, comprendre cette idée de la conférence Hippocrate aux yeux brillés, de dire que voilà, en fait,
il n'a pas de nationalité, Hippocrate. C'est un esprit. D'accord? Donc, quelle que soit la personne qui prie un saint ou un Bouddha, s'il y a la foi, ben, je veux dire, l'autre y répond, même si c'est pas dans la même langue. Et là, c'est un peu pareil. On rêve tous d'une médecine qui respecte ces principes-là. Une médecine pour laquelle la personne humaine compte encore. Une médecine qui ne fabrique pas autant de maladies qu'elle prétend en soigner. Parce que ça, c'est tout le contraire. Qui ne pratique pas l'acharnement et la menace, mais qui écoute le patient et qui le respecte en même temps. Vous voyez, médecine impériale, tu ne vas pas menacer l'empereur. Donc voilà, c'est client et roi. Enfin, client. Qui aille encore au chevet des malades. Pas seulement sur les examens. Les yeux rivés sur les examens. Alors, bon, j'en ai pas parlé, mais vous avez vu la calèche, là, c'est parce qu'il y a 2 ans, c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant, c'était pas le même public, mais on a décidé donc collectivement que ce serait intéressant de faire un projet de soins itinérants. Et donc on veut montrer qu'il est encore possible d'aller comme le médecin d'antan en calèche, voir les petits vieux qui n'ont pas de moyens, et d'aller faire de la médecine de proximité dans les déserts médicaux. Et puis même s'il n'y avait plus d'essence ou d'électricité, on s'en fout puisqu'on n'a pas besoin. Donc le Doppler il est là, le scanner il est là, on se démerdera comme on peut. Et puis on va prendre là-dedans tous les vrais gens, tous les soignants sympas, qu'ils soient médecins, ostéo, sourcier, enfin sourcier non, parce que c'est pas fait magnétiseur ou que sais-je, mais ce que je veux dire c'est que voilà, du moment que c'est des gens sympas, efficaces, qui ont des résultats qui sont humains, ben allez viens, et puis voilà, c'est ça ton diplôme, t'es humain. Hein? Donc voilà, ça fera ce que ça fera, on va essayer de se faire un petit circuit 1 fois par mois pour montrer qu'il y a encore des moyens de faire des soins de proximité dans un monde qui ne veut plus que les gens se voient et aient du lien. En tout cas, on voudrait une médecine ou une science qui ne se prenne pas pour Dieu, c'est-à-dire que voilà, c'est qui n'ait pas l'ambition et le pouvoir de décider à quel moment vous allez naître, à quel moment vous allez mourir, quel sexe vous allez avoir. Enfin, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, là, c'est vraiment des trucs sur commande. Enfin, non, ça, c'est la nature qui doit décider. Au moment où vous venez au monde, il y a une photo qui est prise, il y a une disposition stellaire. Il y a des gens qui ont suivi comme ça, en disant, s'il y a un bébé qui naît là, il va avoir un téléchargement intéressant. Allez, on y va, avec un petit peu de myrrhe et d'encens qui font partie de la pharmacopée chinoise, qui sert à traiter les rétentions de l'Oshi pour aider la délivrance. Un peu d'or, des fois, qu'ils aient des problèmes financiers pour démarrer, parce qu'on ne sait pas si c'est des pauvres. Je ne sais pas si c'est la seule explication, en tout cas, moi je l'ai forcément comme ça. Je pense qu'ils étaient un poil astrologue et un autre poil gynécologue, les romages. Et donc, voilà, et il y a des paramètres, comme, voilà, les femmes ont des règles tous 28 jours, il y a des gynécos qui pensent que la Lune n'a rien à voir là-dedans. Putain, elle déplace l'océan, la Lune. Donc, c'est, voilà, garder cette médecine-là, garder cette science-là, de façon à ce que ce ne soit pas l'humain qui décide, vous voyez, par transhumanisme, par technologie interposée, de modifier la matière, et en modifiant la matière, ils ne se rendent même pas compte qu'ils risquent de modifier justement le programme qui essaye de s'incarner dans cette matière, donc c'est dangereux. Enfin, il y a une chose qui me semble assez évidente, c'est que si Hippocrate revenait aujourd'hui, je pense qu'il aurait une sérieuse hésitation sur le type de médecine qu'il étudierait. Est-ce qu'il étudierait la médecine de ceux qui prêtent son serment? Ça, je ne sais pas. Sauver, entre guillemets, ce soldat, c'est simplement résister à l'usure, enfin à la tentative de destruction d'un savoir qui est précieux, qui a déjà traversé les siècles, qui en a vu d'autres en termes de révolution, hein, au niveau de la médecine chinoise, mais quand même, c'est cocopelli, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup, on a moins de graines que chez Monsanto, donc il faut quand même être prudent. Hein. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça repousse. Hein. Par contre, il faut résister au temps. La résistance, c'est pas face. Louis l'a très bien dit, c'est pas face à un système médical. Puis Jean-Marc l'a dit aussi, Quespi, je veux dire, voilà, fin de cycle. Donc on le sait. Mais il faut résister au temps, il faut tenir l'hiver, quoi, avant que le printemps revienne. On garde les graines, effectivement. Mais ces graines, dès qu'elles repousseront, il
c'est obligatoire, elles vont redonner une jolie forêt, de nouveau. Hein. Donc, et les forêts, c'est ce qui engloutit les empires. Hein. Elles pourront certainement recouvrir tous les laboratoires d'analyse médicale un jour, ces forêts. Seule la nature guérit. Bon, je m'arrête là, mais voilà, c'était pour vous faire un petit parallèle entre les deux. Ah si, il y a quand même une petite chose, c'est qu'il y a 3 salles ici, au Cèdre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la salle Léon Coquuel, il y a la salle Hippocrate, et il y a la salle Panoramix. Hein? Bah oui. Donc, toute la Gaule n'est pas occupée. Il y a un certain nombre, ici parmi d'autres, mais un certain nombre de petits villages résistent encore et toujours à l'envahisseur. D'accord? Et la meilleure preuve, c'est que il y a de la potion magique qui vous attend à la sortie.